Aujourd'hui, c'est les 150 ans de Madeleine Pelletier. Et pour l'occasion, Christine Barr a lancé, pas toute seule, mais toute une série de lectures publiques. C'est quand même un moment que je trouve beau, fort et important pour les mémoires féministes. Je n'ai pas lu le livre de Christine Barr, je vais en redire un mot, mais on va évidemment parler, encore une fois sur cette chaîne, de cette féministe ahurissante qu'est Madeleine Pelletier. Il aurait été bien trop dangereux de faire cette manœuvre à laquelle je vais procéder devant vos yeux, Bobby, à savoir souhaiter véritablement un joyeux anniversaire à la grande, l'incomparable, l'extraordinaire, l'exceptionnelle littéralement et la très radicale Madeleine Pelletier. Joyeux anniversaire à Madeleine Pelletier, doctoresse Pelletier. Et un immense bravo à Christine Barr pour tous les travaux qu'elle a pu mener depuis le premier colloque dont j'ai les actes quelque part dans une étagère. Je crois que c'est par là-bas, mais je suis toujours en déménagement complet. Normalement, Pelletier, c'est la fin de mon corpus officiellement, mais parce qu'elle est aussi le symbole d'une forme de radicalité, d'aboutissement argumentatif, encore autre chose. Bon, voilà. Le livre Mémoire d'une féministe intégrale, qui est un inédit folio histoire, est un livre important. J'ai assisté hier au lancement à Violette & Co avec des lectures, c'était incroyable et extrêmement fort. Ah oui, j'ai oublié, je vais le montrer aussi, je reviens. Et j'ai été juste avant à la bibliothèque Marguerite Durand, qui est la bibliothèque historique, enfin pas historique, mais qui est la bibliothèque des femmes et du féminisme de Marguerite Durand, où nous avons lu ces textes sélectionnés par Svea. C'est à François, bravo Svea, c'était un chouette boulot, un très beau boulot. Et on a enregistré ces textes-là dans l'arrière de la bibliothèque pour un futur podcast, et je suis très impatiente de voir la suite. Je vous rappelle, hop, une bibliothèque importante. Et on rappelle aussi l'importance des archives du féminisme et du prochain musée. On espère que tout va bien se passer. Musée des féminismes, ça ce sont des projets de Christine Barr à Angers. Et c'est quand même des travaux qui sont vraiment importants. C'est-à-dire que finalement les 150 ans de Madeleine Pelletier couronnent une carrière évidemment qui n'est pas finie de recherche d'une historienne du féminisme incontournable, Christine Barr. De travaux consacrés à Madeleine Pelletier, bien sûr, de recherche et d'archivistique féminine, féministe, scientifique, mais aussi militante, c'est-à-dire avec toute cette charge mémorielle qui est très importante et qui va aussi faire se rencontrer des mondes. C'est ce qui va se passer quand on est par exemple en études de genre sur des sujets dont la société s'empare. Ce sont aussi des points de rencontre entre la science et la société. Ça vient plus vite que quand on travaille sur des grands auteurs canoniques. Ça n'est ni bien ni mal, c'est comme ça. Voilà. Ce sont des endroits où, moi, je vois ça en tant que scientifique comme des lieux, comme des sujets qui permettent des rencontres et une diffusion évidemment de savoir proprement scientifique, académique, archivistique. Voilà. Et hop, là, je parle de choses qui peuvent être déjà très différentes, mais qui vont aussi être une chance pour des transmissions de scientificité, au-delà des seuls résultats. Ou savoir, ou des textes ici, comme ces fragments inédits. Ce volume, il est très important, je l'ai acheté à la sortie, alors j'avoue, comme j'avais acheté le journal d'Hubertine Auclair, j'ai pu en avoir quelques extraits en connaissance ici, j'ai pu voir l'écriture de Madeleine Pelletier, ça m'était déjà arrivé, mais je ne l'avais pas encore eu entre les mains. Et je suis désolée, moi je pleure dans des moments comme ça, comme je viens de pleurer en lisant la fin du livre dont je vais parler aujourd'hui, qui est le roman autobiographique, mais pas seulement, et en fait c'est le pas seulement qui m'intéresse le plus, La femme vierge de Pelletier. Donc ça, très important, et La femme vierge, je vais évidemment mettre des liens en dessous, enfin je vais mettre tout plein de liens, parce que, comment dire, déjà de manière un peu plus large, je travaille sur des féministes qui ont été actives. Pour le moment, je travaille vraiment sur les années 1830. Ça veut dire que ça va faire 200 ans. Ça va avoir 200 ans, donc bon, mais ça nous apprend quoi, le féminisme, l'invention du féminisme qui a 200 ans? Est-ce que c'est important? Est-ce que ça a une actualité? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Moi, je crois que oui, mais que tout l'intérêt, il est vraiment indirect. Il va d'abord être de l'ordre de la science, de la conservation, de la valorisation. Tout ça, c'est un peu ce qui a trait
à l'ensemble de l'historiographie et de l'archivistique, mais qu'est-ce que ça veut dire refaire circuler par exemple des textes comme ça, ce que je fais sur cette chaîne, médiatiser ces textes-là, est-ce qu'on va lire par exemple les Saint-Simoniennes et Madeleine Pelletier en se disant directement voilà comment être féministe? Mon avis c'est que oui, en partie, oui, mais en partie seulement parce qu'en fait les choses vont pas forcément être directes ou indirectes, mais il y a une chose qui est essentielle, c'est de se rendre compte que ces questions, ces engagements, ils ont plusieurs centaines d'années. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment aussi très important et dont on perd la conscience. On le sait, la mémoire féministe, c'est une mémoire à trous, c'est une mémoire qui est occultée, c'est une mémoire qui est régulièrement silenciée, et en même temps, c'est une mémoire sur laquelle nous devons nous appuyer. Et c'est-à-dire qu'en fait, quand on va célébrer le travail d'Hubertine Auclair, qui est une figure... parfois moins moderne, qui appartient plus à son époque comme Madeleine Pelletier, et encore, il y a aussi des grandes solitudes pour Hubertine Auclair. Quand on célèbre Marie Wollstonecraft, hop là j'en vois ici, quand on célèbre Simone de Beauvoir, plus près de nous, Dworkin, voilà, les Saint-Simoniennes, Olympe de Gouges, Théroigne de Méricourt, Christine de Pisan, les femmes qu'il y a entre, Marie de Gourmet, etc., etc. Bon voilà, des listes, je peux en faire beaucoup, et c'est important d'avoir des listes, même si moi je préfère qu'on sorte des listes de femmes, mais ça nous... Moi je veux dire, ça a quelque chose aussi d'important sur cette question qui est, est-ce que ces questions-là, bon, mais ces fameux 9 machins importés des États-Unis, mais il faut en rester à l'écumen pour être sur ces questions-là. Mais je veux dire, ça veut dire, on a des questions qui sont anciennes, qui n'ont pas été résolues par notre société, qui n'ont pas été par la société d'avant, qui ne sont pas les mêmes sociétés. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, peut-être est-il possible de voir des origines, des points de départ, d'autres façons de comprendre, mais n'est-il pas aussi possible de réfléchir ou de voir en fait des dimensions différentes, quelques peut-être plus complexes, parfois aussi plus simples ou posées différemment des questions que nous nous posons. Et parfois, quand les questions nous ne nous les posons plus, qu'est-ce qu'elles nous disent plus largement? C'est-à-dire, voilà, comment on va remonter, comment on va reprendre, rattraper, revoir, réfléchir à toutes ces questions qui sont donc profondément celles de notre temps, celles de tout temps, mais je ne crois pas à l'universalité, qui ne sont plus parfois celles de notre temps, mais parce que ça peut nous amener encore d'autres choses. Je ne pense pas que l'histoire, elle va servir à ne pas répéter les leçons du présent, parce que sinon je pense qu'on voterait différemment, mais là on est sur mon opinion personnelle, c'est pas très intéressant, mais d'un point de vue scientifique, ça sert un peu à tout ça. Ça sert à apprendre à poser des problèmes et à les poser avec des profondeurs qui ne sont pas celles que l'on a. Et quelque chose qui m'émeut énormément en lisant les féministes, Christine Barr disait hier à Violette, hop, alors on va faire hop, boum, Madeleine Pelletier, elle s'adresse à nous. Mais en fait, ça, voilà, c'est quelque chose qui est vrai déjà chez les Saint-Simoniennes, qui est vrai chez d'autres, et c'est quelque chose qu'on va voir aussi, enfin, ces questions de temporalité, de régime de temporalité, d'historicité, de façon un poil différente, mais toujours là, dans La femme vierge, dans ce roman autobiographique de Madeleine Pelletier, de 39, je crois. Non, 39, c'est sa mort. 33. Et voilà, et moi, je sais pas, il y a quelque chose qui m'émeut très profondément quand je vais lire quelque chose qui est de l'ordre du témoignage d'époque, mais qui parfois aussi va transcender les temporalités. Et là, en tant que littéraire, il y a aussi des effets de texte, d'écriture, d'événementialité ou non-événementialité, d'intrigue, qui vont aussi fortement m'intéresser avec cette grande question, quand on est une féministe aussi radicale que Madeleine Pelletier, est-ce que ça touche quelque chose à l'écriture? Eh bien ma réponse est plutôt oui. Après, L'âme femme vierge, mais c'est pas forcément sur des choses les plus visibles. Donc voilà, La femme vierge, roman de Madeleine Pelletier, ça faisait longtemps que je voulais le lire, là je l'ai lu ces 2 derniers jours et je viens de le finir, là. En larmes sur le canapé. Ça m'a énormément plu. Alors on peut dire que d'une certaine façon, Madeleine Pelletier, elle a pris une liste de ce qui plaît à un grain de lettres / Azélie Fayol en se disant bon, alors on va lui mettre de ça, on va lui mettre de ça, elle veut des sciences nat, voilà des sciences nat, elle aime la littérature, en voilà un peu, tiens on va faire un peu de name dropping parce que ça va être pratique pour ses bases de données. Enfin,
Donc il y a aussi quelque chose où, bon, mais je sais pas si ça plaira à tout le monde. Et il y a quelque chose qui va être de l'ordre du témoignage d'époque, du témoignage singulier, mais qui, à mon avis, touche aussi à la pure littérature dans La Femme Vierge. Donc là, c'est l'édition Indico et Côté des Femmes. Je crois que c'est une édition de 92. Non, 2022, ça a été réimprimé. Où est-ce que je l'ai chopé ça? Oh, je l'ai cité à la librairie Vignat. Merci. Pour ça, c'est Marie-Hélène. Je vous aime fort. Je vous envoie la bise. Tac, tac, tac. Oui, je l'ai ramené de Nice. Mais dépôt légal 96, voilà, je me suis trompée. Alors, honnêtement, au niveau de la pure question d'édition, c'est un scandale. Alors, il y a des fautes. Est-ce que les fautes, elles sont initiales ou pas? On sait par les manuscrits, par l'histoire de la langue française, notamment de l'orthographe, ou les livres, que l'orthographe de Pelletier, elle est variable selon les périodes, et notamment, franchement pas bonne, à la fin de sa vie, mais là c'est après ce qu'on appelle les crises apoplexiques, c'est-à-dire à peu près des AVC. Bon, ça je le mets de côté parce que on est avant. Est-ce que ce sont des fautes de transcription? Franchement, il y en a. Enfin, est-ce qu'il y a d'autres choses? Vraiment, là, je sais pas. Je n'ai pas lu le texte d'époque entre les mains, à mon grand regret. C'est pas si facile que ça. Ouais. Je me souviens de Papa Vivant que j'avais dit non, prends-moi le roman de Pelletier là sur eBay. Et en fait, j'aurais dû le faire moi parce qu'il l'a pas fait. J'ai pas repu depuis. Bon, c'est pas grave. Après, il m'avait dit que j'étais bête, c'était assez vrai. Mais c'est pas parce que j'aimais beaucoup mon père que tout était idyllique. On sent. Voilà. Je crois qu'on aime profondément les gens quand on sait aussi les aimer avec leurs défauts et qu'on ne s'aveugle pas du tout sur les défauts. J'aimais pas les défauts de mon père. Et il en avait. Ça, c'était la parenthèse complètement gratuite. Bon, La Femme Vierge, qu'est-ce que c'est? Pourquoi ce titre si étonnant? Là, moi, d'un point de vue complètement anachronique, il me fait penser au titre de Germaine Greer, La Femme eunuque. Est-ce que Greer a une espèce d'écho de Pelletier? La chose est peu probable, et j'aimerais beaucoup avoir des choses sur la réception de Pelletier, et à mon avis, elle est plus de l'ordre fantasmatique, fantasmagorique, comme pour les Saint-Simoniennes qui deviennent une espèce de type littéraire, le type de la femme libre de l'Amazone, très très loin de la réalité biographique de ces femmes. Mais y a voilà, quelque chose qui est là, et qui en fait est comme mis sur le marché par Madeleine Pelletier, par le titre. Et on va le dire, là on est sur un titre thématique, on rappelle le titre thématique c'est plutôt le genre, mémoire. C'est ce qu'on va avoir dans le titre qui a été donné par Christine Barr à cet ensemble de textes qu'elle édite. Et que je salue Christine Barr avec un grand plaisir, c'était super. Bravo. Bravo pour tout le boulot. Et pour tout ça, et pour le résultat. Pas juste pour les efforts. Et les titres thématiques, donc là on a vraiment une espèce d'annonce qui est paradoxalement un type pour parler d'une femme. Ce type, on voit qu'il y a un phénomène de typification dans la mesure où on va avoir un article défini, là, et quelque chose, femme, catégorie absolue. Évidemment, on est avant Geneviève Fraisse, donc on ne peut pas se dire que femme est une catégorie vide, enfin c'est pas conceptualisé de cette façon-là. Mais donc là, il y a quelque chose en fait qui va juste faire référence à une catégorie qui ne sépare pas le sexe, le genre chez Pelletier, mais qui va fortement interroger sexe et genre. Et moi, ça fait partie des choses qui m'intéressent pour voir notamment les croisements, on va dire globalement nature-culture. Et vierge. Et ça, en fait, il est quand même probablement hyper important de dire que femme et vierge, en fait, ça va pas ensemble. Ça va pas ensemble au terme de la langue, au terme de la pensée, c'est-à-dire que femme, on est censé être femme, globalement, les grandes étapes symboliques, c'est les règles, la puberté et le mariage. C'est-à-dire la perte de virginité. Je vous renvoie au livre d'Aïcha Limbada sur la nuit de noces, que j'ai envie de lire très vite, et on s'était dit avec Aïcha qu'on ferait une vidéo, mais je suis super fatiguée, et donc j'ai vachement de retard dans mes lectures. En tout cas, je sais que c'est un livre bien, et notamment qu'il y avait eu le prix Harry Schaeffer, pour avoir assisté seulement. J'ai jamais été jury, mais avoir assisté à des délibérations du prix Schaeffer et connaître un peu son organisation, c'est propre, au possible. Donc ça, ce sont des points vraiment importants, et je le vois juste là, la nuit de noces, mais je vais pas me lever toutes les 3 secondes. Donc la femme vierge, c'est un genre de contresens linguistique, catégoriel, c'est-à-dire que la vierge, elle est censée être une jeune fille, une pucelle, disait-on pour Jeanne d'Arc, la pucelle d'Orléans, mais certainement pas
une, 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 une vierge, enfin une femme vierge, c'est pas censé aller ensemble, comme la femme eunuque, c'est pas censé aller ensemble chez Germaine Greer, parce que eunuque, ça va, c'est normalement une catégorie masculine, d'hommes émasculés, après avec un rôle très particulier de gardien du harem, etc. Mais voilà, il y a quelque chose comme ça qui est censé être une forme de contradiction dans les termes, et qui, on peut le noter dans le titre, va certes parler de cette contradiction, mais parler essentiellement donc, d'un statut, finalement d'un statut social. Avec cette espèce de contradiction. J'ai dit que c'était un type, et en même temps c'est un type qui peut être réduit à l'unique exemplaire du type, ou et devenir comme ça un emblème catégoriel. En fait c'est, mais ça c'est évidemment la lecture qui m'éclaire, comme si l'exemplaire pouvait lancer la catégorie. C'est exactement ce que fait Sarah Ahmed, et elle le théorise aussi dans Vivre une vie féministe, en expliquant qu'elle va mettre sur le marché la rabat-joie et d'autres modèles de rabat-joie, enfin le marché des idées, des représentations, des identifications, je crois même pas qu'elle dise le marché, mais pour qu'on puisse s'identifier à des figures qui sont négatives. Et elle va pas dire que ce sont des figures qui deviennent profondément positives, mais elle va en expliquer l'utilité, pourquoi s'y mettre, ce que ça veut dire, qu'est-ce qui va se passer, et notamment par ces espèces de micro-récits très emblématiques. C'est ça qui va se passer, et en fait c'est déjà ça aussi que fait Madeleine Pelletier. Bon, ça c'est des choses, à mon avis, que je vais trouver de façon antérieure dans le féminisme. C'est un régal. Alors c'est peut-être un régal, je pense que quand on connaît un peu le féminisme première vague, c'est plus un régal que quand on le connaît pas, parce qu'il y a notamment énormément de caricatures de féministes de l'époque, et moi je suis désolée, quand j'entends parler de Caroline Kaufmann, même si j'ai encore peu bossé sur elle, mentionner Paul Minck, le lycée Clémence Royer, je défaille. Quand je vois ces caricatures, ces espèces de satire, des féministes, des réunions féministes de l'époque et de leur unicité. Marguerite Durand. Voilà. J'ai beau avoir de la tendresse pour elle, en faire des objets d'études, alors même si j'arrive progressivement, parce que là on n'est pas encore sur ma période, mais il y a des jalons qui se mettent en place. Je suis amusée et c'est super drôle. Alors voilà, là on est comme sur tous les... C'est pas à clé, hein, puisque les noms sont donnés, mais surtout ces éléments comme ça un peu explicites, il y a quelque chose de comment dire, de très réjouissant. Voilà. Alors moi, je trouve ça drôle, même sans connaître les modèles, mais en connaissant les modèles, à mon avis, c'est quand même plus drôle. Mais voilà. Et il y a un modèle qui n'est pas complètement explicité, c'est celui du mentor, alors pas tout de suite, mais la femme du livre à un mentor qui s'appelle, punaise, Sauvelot, là ça, son nom va plus me revenir. Ouais, puis je pense que je vais lire encore. J'ai adoré. Non, c'est pas là, c'est pas encore ici. Et puis il y a des espèces de types un peu, un peu sociaux, quoi. Des types d'époque. Et ça, c'est quand même très bien attrapé. Il y a tout ce Saladier. Saladier. Hyper drôle, Saladier. Bon, Saladier, je pense que le fait d'avoir Saladier, qui est un ancien communard, pour mentor et pour passer dans les partis, donc ça doit faire référence à plusieurs personnalités, mais notamment, possiblement, avec une génération d'écart au duo Jules Vallès-Séverine. Même si Séverine est plus du côté du journalisme, le cri du peuple, etc., que de la députation. Bon, je vais un peu raconter l'histoire. Globalement, ça raconte l'histoire de Marie Pierrot. On reconnaîtra les initiales MP, hein, qui sont quand même un peu celles de Madeleine Pelletier. Et dans Mémoire d'une féministe intégrale, Christine Barr montre bien qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux par rapport au journal, enfin ce qui va un peu nous permettre de savoir, départager. Et on a là quelque chose qui est de l'ordre du document, qui est de l'ordre, pas de l'autobiographie, parce qu'on n'est pas dans le pacte autobiographique à la Philippe le Jeune, mais c'est pour ça qu'on n'a pas de roman autobiographique, mais qui raconte quand même la vraie enfance de Madeleine Pelletier. Il manque des détails par rapport au journal. Alors le journal, là, j'en ai encore une connaissance plus indirecte par là et par les lectures d'hier, et puis d'autres éléments. Ça fait quand même un bout de temps que je commence à lire des choses sur Pelletier, même si je n'ai pas approfondi, pas encore. Mais voilà, il y a un peu tout ça qui se
voilà, qui nourrit ses réflexions, ses connaissances, ses compréhensions des choses. Et ce qui va se trouver dans tout cela, c'est vraiment cette question. Tous ces points sur... voilà, donc c'est la vie de Marie Pierrot, son enfance très pauvre, très sale. Le père est moins visible que dans, me semble-t-il, d'autres textes. Alors je reprends un peu parce que là ça a déjà quelques jours et j'ai eu des journées assez denses. Mais voilà, vraiment donc quelque chose de très humiliant, d'une enfance humiliante, pauvre, très solitaire, d'une enfant qui est très précoce et qui a déjà une conscience des rôles sexués en fait extrêmement fortes. Par exemple, page 12 de cette édition, fin du chapitre 1, Or Marie ne joue jamais avec les garçons. On lui a dit que c'était très vilain. Les garçons d'ailleurs insultent les filles dans la rue, ils les appellent quilles à mailleux et leur jettent de l'eau qu'ils font gicler d'une fontaine au milieu de la cour des miracles. Voilà. Donc là on est en pleine littérature, ça débouche comme ça sur des moments. Il n'y a pas tant de moments super lyriques comme ça, mais elle a quelque chose au niveau du style qui saisit le trait, qui est donc éminemment réaliste, qui ne va pas tomber stylistiquement dans ce qu'on appelle le pathétique, mais qui va donc être touchant aussi par ses sobriétés, par ce qui est sous-entendu, et qui est extrêmement fort par la restitution des idées et des argumentations, et de la naissance d'une pensée féministe qui va amener à ce type, qui est la femme vierge, qui est donc évidemment Marie Pierrot elle-même. Et donc il y a voilà, des choses, des enchevêtrements entre l'explication, on va dire, sociologique, voire historique d'époque, et les sentiments de la petite fille qui vont comme ça donner toute l'explication d'un milieu. Et ça nous rappelle que Madeleine Pelletier a été la première femme interne en psychiatrie de France en 1903. Et qu'elle vient aussi, qu'il y a toute une tradition du roman réaliste naturaliste avant elle, mais je pense que dans ses notations, il y a quelque chose qui est très lié à cette question psychologique, psychiatrique, qui est clairement à approfondir, et j'ai des impatiences sur ça, chez Madeleine Pelletier. La fruitière, c'est sa mère, est détestée de tous les voisins, pourquoi ? Sans doute parce qu'elle est mal habillée, que la boutique est sale, et puis, pour s'éclairer, Madame Pierrot n'a qu'une lampe à pétrole alors que tout le monde a le gaz. Il y a encore autre chose. Il paraît que Madame Pierrot est cléricale et pas du tout républicaine. Là, on entend, ça c'est du discours en direct libre. Le « et pas du tout républicaine ». Parce que, hop, ça restitue comme ça des espèces de parlures. Or, le quartier à cette époque est très républicain. Et les quartiers ne sont pas en bonne odeur. Donc, voilà, ça c'est la voie narrative qui va décrire la situation. Et donc, on a quelque chose sans lourdeur, mais qui nous explique, qui nous amène à ressentir, par la connaissance du milieu, la répartition des informations comme ça socio-historiques, tout de suite ce qui va se passer. Tout près, cours des miracles, il y a de vraies batailles entre les mythes et les corps, c'est-à-dire entre les élèves de l'école communale et ceux de l'école des frères. Ces batailles, cependant, Marie ne les connaît que par ouï-dire, elles sont le fait des garçons. Donc, boum, le fait d'époque est ramener la question du genre. Parce qu'il y a plus dur que d'être un petit garçon, il y a être une petite fille. Et on est exclu même du monde des petits garçons. Donc comme ça, on a les chapitres sur la jeunesse, qui sont à peu près très très clairement ce que l'on sait de la jeunesse de Madeleine Pelletier. Mais la petite fille, page 17, n'accepte pas ce mari qui tue sa femme pour une désobéissance, lui apparaît comme un monstre odieux. Ah oui, c'est parce qu'elle connaît Barbe Bleue, là. C'est lui qu'elle voudrait tuer si elle était grande. Marie est déjà féministe. Il y a quelque chose qui est très fort. Ça va être la façon de désigner la volonté d'améliorer le sort des femmes, la révolte contre l'injustice faite aux femmes. Elle est appelée tout de suite féministe par la narratrice, ou par la voix narrative. Beaucoup de choses choquent Marie à l'endroit des rôles de la femme et de l'homme dans la vie. Elle a 9 ans, et elle n'a guère entendu parler de féminisme, si ce n'est avec dérision. Il y a quelques femmes politiques telles Louise Michel et Paul Minck qui font parler d'elles dans les journaux.
Mais Madame Pierrot ne lit que le journal La Croix qui en fait des caricatures. On accuse Louise Michel de relations intimes avec Henri Rochefort. Dans la rue, les gamins chantent « Louise Michel n'est plus demoiselle, tant pis pour elle, c'est Rochefort qui lui a pris, tant mieux pour lui. » Je connaissais pas, hein, mais ça dit des choses. « Papa, qu'est-ce que Rochefort a pris à Louise Michel ? Il ne lui a rien pris. Il lui a appris qu'elle n'était pas demoiselle. » Ah, je comprends. Marie ne comprenait rien du tout, et sans doute son père pensait-il qu'elle était trop jeune pour qu'il puisse se permettre d'éclairer son innocence, etc., etc. Donc là, il y a quelque chose qui va préparer ce terrain-là, et qui lui passe par des figures d'époque qui vont être lointaines, et puis, elle va rencontrer Louise Michel, entre autres. On le rappelle, ça ce n'est pas dans le roman, mais c'est Madeleine Pelletier qui a fait initier Louise Michel à la franc-maçonnerie, et Louise Michel avait 74 ans. Voilà. Maman, est-ce que je pourrais aussi devenir grande comme Napoléon Ier ? Comme Napoléon Ier, tu es folle ma fille, les femmes ne deviennent rien du tout, elles se marient et élèvent leurs enfants. Ça on sait que c'est réel, comme souvenir. Marie est révoltée d'un obstacle de sexe qui lui semble une grande injustice, elle dit sèchement « Eh bien, je ne veux pas me marier moi. Tu ne veux pas te marier ? Alors il faudra te faire religieuse. Pour une femme, c'est l'un ou l'autre, ou le mariage, ou l'état religieux. Moi, je ne veux ni l'un ni l'autre. Je veux, voyez-vous cela. Mademoiselle dit « Je veux. Je te conseille de mettre de l'eau dans ton vin. Autrement, tu seras plus tard très malheureuse. La femme doit toujours se soumettre. » Marie ne répond pas. Elle sait que sa mère, dans la colère, peut la gifler. Et quand elle reçoit des gifles, la petite fille est malade d'indignation. Elle a toutes les peines du monde à se retenir de battre sa mère à son tour. Voilà. Et un peu plus loin, nouveau sur Napoléon. Madame Pierrot criait qu'on pouvait rouler à Paris sans pouvoir y découvrir une enfant pareille, et cette perspective d'être unique en son genre ne laisse pas que d'inquiéter l'enfant. D'autant plus que papa, qui d'ordinaire n'est pas de l'avis de maman, l'a soutenu ce jour-là. Et donc là, on va avoir l'admiration de Napoléon, elle vient d'autre chose pour le père, mais voilà, on voit comment se met en place ici une admiration donc pour Napoléon pour sa grandeur, pour le fait qu'il va sortir de sa condition, et notamment pour cette question donc, de la classe, et boum, l'obstacle de genre qui vient se confronter. Globalement, ça c'est pas explicité dans le texte, je ne peux moi en tout cas m'empêcher de lire cela comme Le Rouge et le Noir de Julien de Stendhal. Marie Pierrot est un genre de Julien Sorel, sans la petitesse. Au contraire, elle est droite et même raide, intransigeante, 100% Madeleine Pelletier, ça. Et probablement avec des dimensions stratégiques qui auront été mieux apprises, mais qui vont arriver aussi. Et elle est, en même temps, elle apprend, voilà, ce qui est impossible pour un jeune homme, mais qui va réussir en devenant fourbe, ne va pas être la voie suivie par cette femme vierge qui va se tourner vraiment vers l'instruction, gagner son autonomie, et ainsi, voilà, l'autobiographie, ou plutôt le fond documentaire, va s'éloigner. Et ça, c'est quelque chose que je trouve passionnant dans la femme vierge. C'est-à-dire qu'on part de cette enfance avec des proximités très fortes, notamment sur les initiales, qui sont les mêmes, etc. Et donc ce que l'on sait de la vie de Madeleine Pelletier se retrouve ici. Mais ça bouge ensuite. Et c'est-à-dire qu'en fait, on va voir comment déjà Madeleine Pelletier, on le sait, devient médecin, en passant elle-même le bachot, etc. Et là, Marie Pierrot, elle va devenir institutrice. Et en fait, on va avoir plusieurs faits, c'est-à-dire que là, il va y avoir un héritage. D'abord, la mère va hériter, et cet héritage reviendra à Marie Pierrot beaucoup plus tard. Il va lui permettre de quitter l'enseignement. Mais déjà, la traversée enseignante, elle va correspondre à un phénomène d'époque qui est qu'il y a à peu près que dans l'enseignement que les femmes arrivent à gagner une forme d'émancipation. Et c'est aussi par l'enseignement, dans l'enseignement, que l'on trouve le plus grand nombre de femmes féministes. Donc il y a quelque chose. Alors, est-ce que là,
caricature, est-ce qu'elle est pessimiste? Parce que ça veut dire quoi caricaturer? Est-ce que le phénomène féministe chez les institutrices, par exemple, est trop marginal en réalité? Voilà. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'institutrices chez les féministes que toutes les institutrices étaient féministes, loin de là, et qu'elles pouvaient l'exprimer et s'engager, et qu'elles en avaient même les idées ou la volonté, ou l'idée, en fait déjà l'idée, évidemment. Donc ça, voilà, là, moi, il y a des choses où historiquement, je suis pas encore au point, et je sais bien que c'est quand même très très dur d'avoir des visions globales, puisque enfin, on a une science entièrement dédiée à ça, qui s'appelle la sociologie, et l'histoire plus largement, et la socio-histoire, enfin, tout ça, c'est... je n'ai pas de réponse à ça, là, ce sont des questions pour dire attention, voilà, sur le fond, qu'en est-il, qu'en savait Madeleine Pelletier, et qu'en était-il réellement, et voilà, est-ce qu'il y a des écarts à ces différents niveaux? Mon avis est que oui, mais est-ce que ils sont complets? Et en fait, ce qui va se passer aussi, c'est que le féminisme de Marie Pierrot, c'est-à-dire globalement, mais pas complètement, Madame Pelletier, il est quand même assez atypique aussi chez les féministes de l'époque, en gros. Donc là, on a un peu tous ces éléments-là à voir. Alors, pourquoi un site et pas médecin? Pourquoi cet éloignement? Voilà. Pourquoi cette entrée dans la fiction? Moi, je dirais, dans un premier temps, ça permet d'avoir des éléments, on va dire, qui, socio-historiquement, sont un peu plus proches de la réalité, de la vraisemblance. Voilà. Vous typifiez, en fait, le personnage de Marie Pierrot, qui pourtant est un type unique. Voilà, unique en son genre, rouler dans tout Paris, on peut rouler dans tout Paris sans en trouver une en son genre, comme si elle était un troisième sexe. Ce qui est une des façons parfois de comprendre aussi un peu le clergé, hein, mais voilà, là il se passe encore autre chose au niveau donc de la frontière entre les genres et surtout de la compréhension de ce qui va fonder le genre. Ça, c'est un premier élément, voilà, ça peut être plus fidèle à quelque chose, à certaines représentations. Ça peut permettre aussi, et ça je pense que c'est un élément qui est très important dans ce qui est quand même globalement un roman de formation, et d'une formation qui... Voilà. Quand j'étudiais le roman de formation, quand j'étais en master, il y avait quand même des fins assez convenues. Roman de formation, roman d'apprentissage, et globalement, si on retourne chez soi, on fonde sa famille et tout va bien, et donc le roman de formation... le roman d'apprentissage qui ouvre, alors parce qu'en fait il y a une différence entre roman d'apprentissage et roman de formation, mais le grand roman d'apprentissage qui ouvre le XVIIIe siècle, c'est les aventures de Télémaque de Fénelon. Et Télémaque, à la fin, il a retrouvé son papa, il rentre à la maison, il se marie et c'est lui qui gouverne. Et il va très bien gouverner et on est vraiment dans le modèle du despote éclairé. Donc, globalement, ça permet de garder, de ménager la royauté. Tout ça, en plus, enseigner à un roi. Donc, on ne va pas enseigner qu'il faut décapiter les rois à un futur roi. Et on est avant la Révolution française. On est à l'extrême fin du XVIIe, puisqu'on est en 1699. Il y a un peu tout ça qui va se passer. Mais là, on est dans un roman de formation qui va finir, on va le voir, dans l'utopie. Plus que le roman d'apprentissage à la Fénelon, parce qu'on arrive en histoire contrefactuelle, en fait, ou en histoire alternative. C'est presque de la science-fiction, en fait, ce qui va se passer. C'est pas de la science-fiction, parce qu'on n'a pas d'hypothèse scientifique forte, mais ça en est proche. Et à ce titre-là, le fait d'avoir cette figure d'institutrice plutôt que de doctoresse, c'est important parce que ça va nous dire aussi quelque chose qui va donc être plus proche de la formation que de l'apprentissage, c'est-à-dire que ça permet de mieux emblématiser l'émancipation par le savoir et l'instruction, et le fait aussi de difficultés, des obstacles innombrables de cette instruction par le savoir. En fait, la question, c'est aussi de représenter ou d'interroger ou de montrer par le roman comment changer les choses. Et ça, globalement, sur tout ça, le roman est assez cruel. Mais il est plus optimiste que la vie de Madeleine Pelletier elle-même, d'une certaine manière. Donc, alors, pourquoi il est plus optimiste? Parce que Marie Pierrot finit par hériter de sa mère, toujours mère non aimante et sans amour. Elle a des amis très fidèles, peut-être quand même un peu plus que dans la vraie vie, mais voilà.
Là, dans les détails biographiques, je ne suis pas complètement là. J'avais découvert Madeleine Pelletier par une des premières biographies qui a été faite d'elle. Je vais essayer de remettre ça en référence. Et en fait, elle arrive à boucher des lignes. Donc, il va y avoir une espèce de traversée à l'institutrice. Elle s'affranchit elle-même. Donc, en refusant, ça c'est quelque chose qui revient en permanence chez Pelletier, les décolletés qui vont exhiber finalement les seins. Il y avait dans les extraits choisis par Svea, un extrait peut-être qui est dans les textes de Christine Barsa, je ne sais pas encore. Quelque chose sur l'exhibition du décolleté en disant mais qu'elle refusait comme ça de mettre à l'air ces espèces d'organes sexuels secondaires, puisque les hommes, eux, n'avaient pas d'exposition de leurs propres organes génitaux. Enfin, c'est très très mal cité de mémoire, mais ça m'a beaucoup fait penser aux filles d'Egali. Voilà. Et ça, c'est vraiment un des éléments comiques des filles d'Egali. Je pense pas non plus qu'il y ait d'intertexte direct, mais en tout cas, mais pourquoi il y a des échos non directs comme ça? Et parce qu'il y a quelque chose de significatif dans les rapports sociaux et dans la mode différenciée. Et notamment au niveau de voilà, qu'est-ce qui va être montré des corps. C'est pas un hasard, et notamment si la mode chez les lesbiennes des cercles queer, elle est vraiment à avoir des cols très hauts, peu de décolleté, des choses comme ça. Ce sont aussi des codes qui nous parlent des rapports sociaux, et de manière pas toujours consciente, parfois très consciente. Et en fait, le roman de Pelletier, il permet notamment de conscientiser, d'expliciter ce genre de choses. Et donc les choix très visibles, détonnants qu'elle a pu faire dans sa vie trouvent ainsi une explication généalogique biographique, hein, donc hop, par une empathie que l'on peut avoir en suivant ce parcours expliqué. Mais donc ça, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre, pas de l'auto-justification, mais plus de l'auto-explication. Il faut que je travaille un peu sur l'idée de l'auto-théorie comme texte féministe, mais voilà, on va y revenir. Si vous avez des idées là-dessous, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Mais voilà, il y a des choses comme ça de cet ordre-là, mais qui vont venir aussi expliquer quelles sont les recherches d'une émancipation personnelle et singulière. Et cette émancipation, elle ne peut pas la trouver, en fait. Donc l'enseignement ne va devenir qu'un pis-aller alimentaire, puisqu'elle ne peut pas émanciper dans son enseignement. On lui demande d'appliquer un programme, elle applique le programme, il n'y a pas d'autre question. Et ça, voilà, elle n'a pas le choix, et il n'y a rien d'impur ou d'immoral là-dedans. Enfin, il faut quand même être sacrément culotté finalement pour le reprocher, ça. Et parce qu'il y a quand même quelque chose entre réussir à se fournir les subsides matériels de la vie quotidienne et au-dessus faire carrière, par exemple, quelque chose de cet ordre-là, ou faire carrière pour un profit personnel. Donc il y a des choses qui peuvent être très différentes. Ça, ce sont des choses évidemment qui m'ont beaucoup parlé. Et en fait, voilà, donc il y a ce moment enseignant, mais Marie Pierrot, contrairement à comment ça s'appelle, à Madeleine Pelletier, elle va donc hériter, gagner son autonomie financière. Alors avant, elle va rencontrer des cercles féministes, donc là, l'arrivée dans les cercles féministes, elle est hyper drôle. Et après tout ça, elle va arriver... voilà, là, elle va avoir son héritage, si je reprends un peu les grandes lignes. Donc elle va avoir son autonomie financière, et là, elle va chercher à être plus active. Mais les conseils autour d'elle sont assez mauvais. Alors voilà, il y a deux grands points qui m'intéressent. Je suis complètement en train de divulgacher le roman. Si vous voulez le lire en ayant des surprises, il faut arrêter la vidéo et y revenir une autre fois. Et en fait, je vous le conseille parce que j'ai adoré. J'ai adoré. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? En fait, donc, avec cette autonomie financière, elle veut entrer en sciences, elle ne va pas le faire parce que ça ne mène à rien, elle ne peut pas avoir de poste. Et ça, en fait, c'est la voie qui a été choisie par Pelletier et qu'elle a arrêtée. Et donc, ce qu'elle va faire dans le roman, c'est explorer des voies alternatives.
Mais dans ces voies alternatives à explorer, il va y avoir plus frontalement la voie de Pelletier, qui aura été celle d'aller vers la politique. Alors avant, on a vraiment des choses sur la condition féminine de l'époque, la difficulté pour elle d'avoir des amis, puisque elle est obligée de faire preuve de retenue, puisqu'elle est beaucoup trop atypique et radicale pour que ça fonctionne. Et en même temps, on la voit assister une amie qui a avorté clandestinement. Évidemment, on est en 33. Enfin, on est bien avant l'avortement, parce que la publication est en 33, etc. Mais l'amener à l'hôpital, la péritonite. Et en fait, voilà, donc là ça c'est absolument déchirant. Témoignage d'avortement ultra fort. Ce qu'on va trouver également, et donc là, on sait que Pelletier a été avorteuse très, très longtemps. Mais bon, là, elle passe de façon indirecte. Ce n'est pas Marie Pirot qui avorte, hein, puisqu'elle n'est pas médecin. Mais ça permet voilà, de faire entrer cette question importante du néomalthusianisme et plus largement, plus précisément de l'avortement très concret. Et la fièvre et l'inquiétude, elle reste à l'hôpital, et d'une autre femme qui meurt en couche, des maltraitances des hommes, des témoignages de harcèlement de rue, il y en a toutes les 3 pages, de comment elle ne peut pas se promener en ayant 16 ans parce qu'elle est suivie dans la rue, insultée dans la rue, comment on lui interdit de sortir. Enfin, donc tous ces éléments-là sont présents, comme tout ce qu'elle appelle l'esclavage féminin. Et une des choses que j'ai trouvé très intéressante, c'est comment l'esclavage en fait se concrétise en plusieurs esclavages ou servitudes. Les mots sont à peu près synonymes dans le texte, qui sont globalement l'amour, la maternité, en fait les différentes façons dont les femmes sont, ça c'est pas un mot que j'ai trouvé chez elles, subalternisées, placées dans des positions inférieures, mais surtout mises au service d'eux. Et c'est ça qu'il y a derrière la servitude ou ce qu'elle appelle l'esclavage. Donc beaucoup d'éléments hyper intéressants, importants, et intéressants aussi pour voir la façon dont, évidemment, on est complètement en féminisme matérialiste sur la plupart de ces questions. Ok, c'est du Christine Delphi, voilà, c'est Christine Delphi en roman. Évidemment que je suis contente. Et pour plein d'éléments. Voilà. Mais en restant dans son époque et en témoignage d'époque, mais par une femme qui en fait n'appartient pas vraiment à son temps. Qu'est-ce qu'on va avoir aussi, donc avec la carrière politique qui va s'ouvrir et être extrêmement compliquée, évidemment, des satires notamment du Parti Socialiste, des communistes, et quelque chose qui aura été exploré autrement par le passage dans un autre pays. Et ça, c'est vraiment une espèce de roman, pas utopique, mais plutôt d'un genre d'utopisme réaliste, en fait, sur une alternative de comment, en ayant le droit de vote, elle se dit, alors, d'abord, donc il y a tout un moment d'espèce de famille recomposée où elle s'installe avec une amie, sans amour. C'est vraiment amical. Et l'amie, elle élève déjà la fille, oui, de la femme qui est morte en couche. Donc, famille recomposée totale. Là, on est complet. Alors, on n'est pas en GPA, parce qu'en GPA, on n'est quand même pas censé tuer les mères en couche, quoi. Mais on est en. Voilà. On n'est pas exactement sur un couple lesbien, mais on est quand même sur un couple de personnes du même sexe, qui élève une autre personne du même sexe et qui l'élève en féministe. Alors ça, c'est peu esquissé. Cette question de l'éducation féministe des filles, j'avais consacré toute une vidéo sur le texte de Madeleine Pelletier, l'éducation féministe des filles. Et là, on en a une espèce de réalisation pratique un peu lointaine et qui va accompagner l'esprit du temps, et notamment parce que cette jeune fille, elle va devenir une garçonne dans les années 20. Et elle est très sportive, et voilà, et ça, c'est et choquer les vieilles féministes parce qu'elles grimpent partout, etc. Et la question... Et ça, c'est un peu un arrière-plan, voilà. C'est dans l'espèce de vie complète. Et donc sur la vie politique, je suis décousue, mais je suis hyper fatiguée. Il va arriver tout un pan, voilà, d'espèces d'histoires alternatives où Marie Pirot, en fait, s'installe en Allemagne, apprend l'allemand en cachette, notamment pendant la guerre, ce qui est quand même compliqué, quitte cette espèce de foyer qu'elle avait, s'installe en Allemagne, est naturalisée, arrive avec son espèce de mentor communard en Allemagne, et le mec s'est mis à son service. Il devient son secrétaire. Mais ça se passe jamais comme ça. C'était Séverine qui était au service de Vallès, en fait. Voilà. Mais bon, voilà, en tout cas, il va vraiment la pousser parce que lui, il veut faire d'elle une Louise Michel. On reste dans le 19e. Et il y a quelque chose aussi de très tendre entre la... Et même, en fait, chez les vieilles féministes, il y a des moments un peu tendres. Il y a plein de moments agacés, voilà. Mais il y a des moments aussi tendres. Et donc là, en fait, elle va s'installer, réussir
à accéder à la députation, pas parce qu'elle est première, pas parce qu'elle est aimée, mais parce que le scrutin se fait à la proportionnelle, et donc ça force les idées progressistes au bon moment. Et là, elle va réussir à mettre en place des lois, notamment sur tout ce qui va être des questions en fait, de semi-collectivisme, plus de socialisme à ce niveau-là, mais globalement de surprésence dans les établissements, de réforme de l'enseignement et réforme des crèches. Et avec cette question que ce ne sont pas des questions de politique générale, mais de politique particulière, mais ça lui permet en fait d'aller vers le socialisme sans la révolution. Politiquement, c'est de l'or. C'est du Charlotte Perkins Gilman, sans l'utopie de départ. En fait, c'est là où on n'a pas une vraie utopie, c'est-à-dire Charlotte Perkins Gilman dans Irlande, avant, en 1915, elle imagine où les femmes ont eu cette faculté qu'on retrouve chez Solanas, mais avec un statut encore plus bizarre chez Solanas, de pouvoir se reproduire seule, sans les hommes. C'est d'ailleurs évoqué à un moment, ça, comme possibilité de l'avenir dans le roman de Pelletier. Là, il n'y a pas besoin d'avoir une hypothèse qui serait de l'ordre de la science-fiction. C'est juste une histoire alternative qui se passe en changeant de pays. Alors ça, c'est pas une citation du texte, mais nul n'est prophète dans son pays, d'une certaine manière. Mais en tout cas aussi pour montrer ce que peut le droit de vote des femmes, et cela sans oublier un peu globalement les grands appareils des partis, et comment, voilà, comment elle peut louvoyer et agir, et finalement même être admirée, estimée et reconnue pour l'importance de son travail, qui va réellement émanciper les femmes, mais aussi les enfants et les classes pauvres. C'est de l'or, c'est fabuleux. Donc ça, il faut absolument une édition critique de tout ça et analyser tout ça. Enfin, c'est... Et sur la fin, j'en ai pleuré. Alors, il y a une autre dimension qui m'a beaucoup plu, c'est celle du spiritisme, qui va accompagner tous ces féminismes. Évidemment que je pense à Stéphanie Peel, qui travaille à Bruxelles, et qui consacre sa thèse là-dessus. Alors, Pelletier est sévère pour les spirites. Jules Bois même est cité à un moment. Caroline Kaufmann finit par faire tourner des tables. Là, il y a un moment qui est très drôle où Caroline Kaufmann fait tourner une table avec Marie Pierrot et elles arrivent à... J'ai éclaté de rire. Elles arrivent à convoquer Napoléon Ier. Donc là, il y a... voilà. Alors, donc sur les socialistes, c'est hyper intéressant sur comment ça marche pas, mais ça marche quand même, et un peu... Et là, ça, c'est du Pelletier transparent, mais pas forcément complètement. Lisez au moins le Wikipédia de Madeleine Pelletier, quoi. Je vais essayer de le mettre. Ça, je sais plus où il est, Napoléon. Parce que là, en plus, comme j'ai à peu près souligné tout le bouquin, tellement j'ai adoré ça, que je... Ah. J'ai vraiment... Ouais. Ah, le moment où elle rencontre Madame Lafargue, la fille de Karl Marx, et la femme, l'épouse de Lafargue. Est-ce que c'est vrai? Là, je suis en questionnement. Elle discute, et donc, en fait, il y a quelque chose chez Marie Pierrot, je sais pas, Madeleine Pelletier aussi, qui est toujours critique des femmes qui vont être très féminines, très enrubannées. Et là, il y a un moment intelligent là-dessus, une compréhension qui va montrer aussi une évolution, alors non pas un changement d'attitude, mais une compréhension. Et ça, c'est très important. Parce que quand on lit Madeleine Pelletier, on est quand même souvent heurté par le mépris qu'elle peut avoir à l'encontre des femmes de droite, comme dirait Dworkin, et il y a quelque chose de dur, d'intransigeant chez elle, et voilà, qui va tout le temps parler d'esclavage, de servilité volontaire, etc., de soumission, c'est un peu vénère. Voilà. Donc, elle, donc c'est Madame Lafargue, alors je sais plus laquelle des filles de Karl Marx c'est. Elle complimenta Marie de son discours, elle approuvait toutes ses idées, et elle lui dit qu'il fallait espérer que le temps de la femme arriverait enfin. Marie était agréablement étonnée, et elle avoua à Madame Lafargue qu'elle ne l'aurait pas crue féministe. « Mais si, je suis féministe, je l'ai toujours été, seulement je ne me mets pas en avant. Lorsque la femme s'affirme, elle blesse l'orgueil de l'homme. Ça, c'est certain. » Marie comprenait. Cette femme avait vécu sa vie dans l'ombre des grands personnages socialistes. Au lieu de la faire valoir, il avait au contraire étouffé. Et donc ça va continuer. Et ça, c'est... Il y a une compréhension réciproque, mais aussi cette compréhension sur
Voilà, les socialistes ne comprenaient la femme que dans l'ombre de l'homme, et c'est en fait dans la dépendance indirecte, dans le rapport à, qui est extrêmement... voilà, fort. Et donc, bon, on a des caricatures comme ça du spiritisme féministe, qui, moi, m'a beaucoup fait rire. Mais clairement, ça, c'est sûr que c'est pas le genre de Pelletier de faire tourner les tables. Hein. Bon, elle s'est visiblement trouvée une ou deux fois, malgré elle. Une formule est beaucoup revenue, qui est c'est un monde à soulever. Et ça, ça c'est toujours moderne. Hein, enfin, à peu près tout est moderne. Ça m'a encore plus plu que Suffragette Saline, que j'avais adoré. Alors, avec quelque chose qui est très, très dur, hein, sur la... Voilà. Et très très fin sur la compréhension des politiques. Par exemple, là, ici, là, sur la parole des concernés, sur le Congrès socialiste, page 108, quelques rares ouvriers avaient réussi à parler, mais de ces problèmes qui étaient les leurs, ils en parlaient beaucoup plus mal que les intellectuels. Voilà. Le manque de formation, l'arrêt des cours, etc., c'est extrêmement complexe. C'était vrai, la société avait creusé entre les deux sexes, plus encore qu'entre les classes, un abîme. Et la militante sentait combien cet abîme serait difficile à combler en dehors des relations sexuelles ou familiales. Rien entre l'homme et la femme que la politesse distante de gens qui n'ont rien de commun. Et Napoléon Ier, donc, une fois convoqué par les spirites, se trouve féministe. Évidemment, c'est complètement ridicule. Pas le rédacteur du Code civil, en fait. Pas le plus grand misogyne du 19e siècle, Napoléon. Donc là, on a vraiment des espèces de galéjades amusantes. Bon, on notera que Marie Pierrot devient historienne du féminisme. Elle consacre sa thèse à l'histoire du féminisme, qui ne lui sert strictement à rien, mais moi, m'a beaucoup touchée pour cette question, toujours des discours d'histoire, de comment les féministes s'inscrivent dans l'histoire. Évidemment que Pelletier l'a comprise. À un moment, il est dit écrivez, laissez les projets dans les tiroirs, ils serviront plus tard. C'est bien ce qu'a fait Pelletier. Phrase extraordinaire aussi, une espèce de réécriture de Musset en encore plus beau. Alors là, voilà, c'est à la fin, les projets de loi, qui sont l'utopie concrète, qui sont la voie de l'utopie, en fait. Bon, une fin, voilà, elle meurt en martyr communiste. Alors, voilà, j'ai plein d'ambivalence sur cette fin, etc., mais très aimée, avec un très grand cortège. Je me suis mis à pleurer, j'ai un petit cœur trop sensible pour des choses pareilles. Et voilà, le changement des temps, alors là, pour ça, elle m'a vraiment fait penser à Annie Ernaux, et honnêtement, je préfère... voilà, petit passage, voilà. Catherine, donc l'amie avec laquelle Pierrot finit par s'installer, Marie Pierrot, a été nommée au lycée Clémence Royer. Mais il n'y avait pas de lycée Clémence Royer. Enfin, il a fini par y en avoir un, j'en ai trouvé un en googlant. Clémence Royer, c'est la première traductrice de Darwin, et elle a été une des féministes très ambivalentes, une traductrice très infidèle de Darwin, mais c'est une des grandes femmes de science et des grandes féministes, et Geneviève Fraisse a pas mal travaillé sur elle. Donc ça, c'est extrêmement important. Là, on a des passages qui sont complètement repris du journal, réécrits, hein, mais globalement, c'est en fait que l'ordre des phrases est inversé. Hein, aussi, la femme s'émancipe, donc ça, c'est ce qu'a... Voilà, page 125. On a découvert que les femmes pouvaient remplacer les hommes à peu près partout. Il y a des factrices, des postes, des receveurs de tramway, des aiguilleuses, des watchwomen, des porteuses de charbon, des métallurgistes, des ouvrières chimistes. Les femmes connaissent une indépendance, une prospérité qu'elles n'ont jamais eue. Aussi, la femme s'émancipe, elle qui passait sa vie à se restreindre, qui tirait des plans pour économiser un sou, elle ne se refuse plus rien. Elle s'assoit aux terrasses des marchands de vin et boit des apéritifs, mais on ne saurait abandonner d'un seul coup les habitudes de son sexe. Aussi est-ce plutôt dans le mode féminin, donc la mode féminine, que sont ses déportements. C'est une vraie débauche d'eau de Cologne, de bas de soie, de poudre de riz et de fourrure de lapin, etc. Ça, c'est page 125, plus loin. Alors là, dans le journal, ce qu'on a pu lire hier, c'est qu'après, il y a une coupure sur... elle retourne aux cuisines quand c'est la fin de la guerre, qui disparaît pour mettre quelque chose d'un peu plus optimiste. Et on va avoir un passage, je pensais que j'avais gardé ça, mais qui est pas. Et là, voilà, moi j'ai cherché la réécriture de Musset, là, de lignes, évidemment, je ne l'ai pas noté parce que je suis trop bête. Enfin, j'ai eu l'impression... Le salut était dans la culture intellectuelle. Mais là, on voit aussi avec voilà, le changement pour matériel, comme les choses ont bougé.
Alors, une grande question, le leader socialiste, donc Lafargue et sa femme se sont suicidés. Page 118, Marie était attristée. Elle revoyait la vieille dame dans le train au retour du congrès, qui lui disait que le temps de la femme viendrait enfin. Comme elle-même avait eu raison de garder son indépendance de célibataire. Parce que c'est ça, en fait, elle a une indépendance d'esprit qu'elle a soignée par son indépendance matérielle. Elle frissonnait en pensant à la pauvre fille de Marx, victime peut-être, qui saurait jamais. Mais là, il faut que j'aille vérifier, mais quel enfer. Il faut qu'on rappelle qu'un féminicide sur 3 a lieu sur les vieilles femmes et que les chiffres sont probablement sous-estimés. À ce niveau-là. J'ai adoré. J'ai adoré. Vraiment, qu'est-ce que j'ai adoré. Et donc, il y a une phrase où il est dit que Marie est née trop jeune. C'est un siècle trop enfant, mais je ne sais plus qu'est-ce que c'est. C'était avant qu'elle parte en Allemagne. Elle, Marie, avait remplacé l'amour par la vie cérébrale, mais combien peu sont capables de le faire. Ah voilà. Mais je me sens pleine d'idées, mettez-les dans le tiroir, elles serviront plus tard. Au Reichstag, il faudra encore faire de la politique féminine pendant des années, ce n'est que peu à peu que vous acheminerez vers la grande politique. À pas de tortue, la tortue triomphe. Et aucun regret n'assombrissait son âme, elle savait combien l'amour est factice, la civilisation par pudeur appelle amour le désir sexuel, ce qui fait qu'on confond ce désir avec l'affection alors qu'il en est tout différent. Mais tu m'étonnes que c'est pas eu de réédition, en fait, ça c'est beaucoup trop fort, quoi. C'est encore quelque chose d'assez fort, en fait, de proclamer une asexualité politique. Finalement, le lesbianisme politique, voilà, est-ce que c'est juste un non-dit ? Non, parce qu'elle refusait aussi d'être avec son ami et elle quitte son ami. Et est-ce qu'elle était lesbienne ? Bah, je crois pas. Hein. Enfin, voilà, je suis assez d'accord avec Christine Barr, et notamment aussi sur est-ce que le fait d'être habillée le plus souvent en homme est une preuve de transidentité masculine ? Est-ce que Madeleine Pelletier était un mec trans, quoi ? Et je crois pas non plus. Je pense en fait. Donc il y a un extrait qu'elle a lu hier sur qui ouvre cette possibilité où elle dit si j'avais beaucoup d'argent. Et je crois qu'elle écrit à Hélène Brion. J'aurais pris un nom masculin et je me serais implanté quelque part comme un homme pour vivre comme un homme. Et en même temps, là, moi, quand je lis le roman, je me dis c'est le même désir que le désir de s'installer en Allemagne. C'est le désir d'une vie possible. Mais finalement, ici, le rêve, c'est pas de s'installer comme un homme et de vivre comme un homme, c'est de changer la condition des femmes. C'est le vrai rêve. Et donc, je crois que ce moment... mais en revanche, je suis heureuse si on arrive à en faire quelque chose. Et donc, une grande part de la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Et est-ce que ça serait si grave que ça d'en faire un mec trans ? Historiquement, on ne peut pas franchir le pas, me semble-t-il. Est-ce que d'un point de vue militant, on peut la mettre dans une grande constellation de questionnement ? Bien sûr. Parce qu'elle bouge quelque chose au niveau du genre qui est extrêmement fort. Qui est vraiment très très fort, très important. Voilà. Pendant 2 mois, Marie est occupée à l'achèvement de sa thèse sur l'histoire du féminisme. Voilà, ça c'est... Et donc, hop, là, ça marche pas pour avoir un poste, évidemment, à la fac ou en sciences. Évidemment, la femme, comme l'esclave, n'a que ce qu'elle mérite parce qu'à la brutalité du maître correspond sa servilité. Donc là, on a des moments qui sont très durs, qui sont très Pelletier, mais je trouve que le passage avec la fille Marx les atténue aussi. Alors, je recherche toujours ce passage mussétien. Et en fait, comme cette vie, c'est une vie d'idées, de controverses et de politique, on a tout ça. Alors, c'est simplifié par rapport à la vie réelle. Ça reste un roman assez court en plus. Mais c'est... Ah oui, c'est là. Page 83. Marie pense que sans doute elle est venue trop tôt dans un monde trop jeune. Et ça reprend vraiment les confessions d'un enfant du siècle que j'ai adoré. Est-ce que j'en ai parlé ? Je sais déjà plus. Mais on est non pas dans le mal du siècle, on est dans le mal de la femme vierge, dans le mal de la condition féminine, dans le mal de l'émancipation et de l'affranchissement. Et dans cette réécriture de ce qui est finalement la pose romantique se trouve un vrai problème politique et existentiel. Mais ce qui m'intéresse aussi, là, en tant que littéraire, c'est comment la réécriture évacue complètement le côté passéiste du romantisme. Mais qu'est-ce qu'on va regretter Napoléon ? Et donc finalement, le trajet de « je suis fan de Napoléon » à « je me fous d'un Napoléon féministe », appelé par Séance Spirit, va vraiment aussi dire quelque chose de la causticité, de l'ironie,
de la tabula rasa ou du renversement qu'opère et qu'appelle à opérer Madeleine Pelletier par ce roman. Encore un mot sur la SF, c'est pas de la science-fiction, mais cette espèce de glissement, moi je l'avais vu dans ce roman de Roth, dans l'espèce d'histoire contrefactuelle d'Hitler, là, de Joseph Roth. Philippe Roth. Oh là, la fatigue commence à tomber. J'ai plus le titre, que j'avais bien aimé. Mais là, il y a quelque chose voilà, qui essaie. Il y a un glissement voilà, très important qui va permettre d'aller, qui va faire glisser vers cette question donc, du féminisme réel, du féminisme politique qui va trouver un rôle, qui va entrer bien sûr dans toujours cette lutte pour le suffragisme, tout en montrant comment elle est beaucoup plus large. Et il y a quelque chose qui va jongler en permanence sur l'exceptionnalité qu'est le personnage et sa possibilité d'œuvrer pour le bien commun et la place et la reconnaissance qu'elle devrait avoir et qu'elle n'a pas. Et là, ça c'est aussi quelque chose qui est déchirant quand on connaît le destin de Madeleine Pelletier qui l'attend encore à ce moment-là. La fin ultime d'Yves Gachage, n'écoutez pas si vous allez lire le roman. Saladier vient chez Caroline Kaufmann pour la prévenir, elle le sait déjà, très vieille, de la mort de Marie Pierrot. J'ai adoré, on va essayer de voir un peu ça. La vieille militante était malade, presque impotente. Comment allait-elle supporter la nouvelle de la mort violente de sa meilleure amie? Il la trouva dans un fauteuil. Vêtue d'un peignoir blanc, les cheveux blancs, le visage pâle comme hiératique, elle avait l'air d'une apparition. Donc on se rappelle, elle tombe complètement dans le spiritisme et elle entraîne des femmes avec elle. C'est-à-dire, ça éloigne de la politique. Mais elle devient elle-même cette apparition. Donc, quelque chose comme ça, voilà. Mais ça, dans cette apparition, c'est de la moquerie, hein, c'est pas réel. C'est pas une pensée réelle. C'est à peine si elle reconnut Saladier et lorsqu'il lui annonça la nouvelle, elle ne parut pas s'émouvoir. Marie morte? Mais non, je la vois tous les jours. D'ailleurs, personne ne meurt. La mort n'existe pas. Tout ce chemin spirit, il a déjà été fait par Olympe Audouin dans les années, je crois, plutôt 80. Tenez, la voilà, Marie, dit-elle, en lui tendant le bras vers le mur. Ne la voyez-vous pas? Puis tout à coup, la pauvre femme poussa un cri rauque et d'une voix changée, elle cria « C'est moi, Marie, je ne suis pas morte, personne ne meurt. Je vois le monde nouveau qui s'avance. Travaillez, travaillez, marche vers la lumière, par-dessus les tombeaux. Le monde nouveau s'avance. » Et là, c'est toute l'utopie qui arrive et qui en même temps est moquée par le messianisme. Le pauvre vieillard s'enfuit épouvanté, et les vieux radotent. Et en même temps, l'utopie court toujours, même dans ses déraisons. Et là, il y a quelque chose qui est à la fois profondément comique et en même temps profondément tendre. J'ai adoré. Je vous dis à bientôt.